Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur du 24 novembre. Je suis accompagnée en studio de Stéphane Lévesque. Bonjour Marie-André Dupéry, tu vas bien? Bonjour, ça va super bien, toi? Oui, très bien, merci. On Oui. est content de faire un bulletin de nouvelles. Certainement, Ben puis on oui. le fait ensemble. Quoi de mieux? Donc, je l'ai avec moi aujourd'hui pour faire un segment sport à la fin de l'émission. Donc, pendant tout ce temps-là, il va rester sage. Alors, débutons tout d'abord avec un reportage sur la campagne de financement Parrainons avec cœur. Comme à chaque année à l'automne, le Centre d'action bénévole Nicolet lance sa campagne Parraine avec cœur. J'en parle avec sa directrice générale, Isabelle Bombardier. Donc, on est présentement en début de lancement de campagne Parraine avec cœur. Rappelez-nous, qu'est-ce que cette campagne et quelle est son importance aussi dans le milieu? Oui, en fait, Parraine avec cœur, c'est une campagne qui nous permet d'aider les gens pour l'aide de Noël en lien avec le Téléthon du Noël du cœur. On sait que le temps des fêtes, parfois, c'est difficile pour les gens. Donc, on est là depuis plusieurs années, nous, au Centre d'action bénévole, pour récolter des dons, pour pouvoir aider les gens à faire une épicerie qui va garnir la table de façon assez intéressante pour passer un Noël plus chaleureux un peu. De quelle façon on peut faire des dons et comment vous les recueillez? Donc, Parraine avec cœur est une campagne de dons directs qu'on appelle. Donc, on invite les gens à faire des dons pour parrainer une famille pour 100 $ ou un enfant pour 25 $. C'est certain que les gens peuvent parrainer plus qu'une famille ou plus qu'un enfant. Et la meilleure façon de pouvoir nous envoyer les dons, c'est soit par virement Interact ou par Zeffi, qui est un site Internet. Mais j'invite surtout les gens d'aller directement sur notre site Internet au www.cabnicolet.com. Ils vont voir toutes les façons de pouvoir faire les dons. Il y a aussi une possibilité, bien sûr, de venir nous porter des dons, soit en argent ou en chèque, directement au Centre d'action bénévole de Nicolet, au 207 rue du Frère Dominique à Nicolet. Est-ce qu'il y a d'autres activités de financement qui sont prévues en ce sens? Oui, la campagne Parraine avec cœur nous amène à faire plusieurs activités. On a bien sûr notre 5 à 7 zonés généreux qui va avoir lieu jeudi, le 6 novembre, au bar La Bavaroise au centre-ville de Nicolet. On invite les gens à venir avec nous pour festoyer. Déjà, je dirais, débuter le temps des fêtes avec nous et ça va nous permettre de récolter des fonds avec les pourboires qui vont directement nous être remis. On a également samedi le 15 novembre à Nicolet, on a plusieurs points de collecte pour des denrées non périssables et des dons en argent, encore là pour l'aide directe aux familles de Nicolet. Et on a bien sûr le grand Téléthon du Noël du cœur et notre barrage qui va avoir lieu le 28 novembre à Nicolet. Et encore là, ça va être un bon moment pour participer, venir nous voir au Centre d'action bénévole ou sortir la petite monnaie là, dans la voiture pour notre barrage sur le boulevard Louis-Fréchette. Donc, c'est une activité encore de nos jours essentielle où la mission est plus qu'importante. Oui, bien encore cette année, on a vu un bilan fin assez désastreux qui a été publié là, dans les derniers jours qui démontrait que de plus en plus de familles ont besoin d'aide pour faire l'épicerie, pour avoir des denrées. Et Noël est toujours une période qui est un peu plus difficile parce que, bon, c'est une période d'abondance, de joie. Puis parfois, quand on n'est pas capable d'avoir de la nourriture sur la table, bien, ça atténue un peu la joie qu'on peut avoir de vivre ces moments-là en famille. Donc, nous, c'est l'importance qu'on accorde à ce projet-là. Et ce qui est vraiment important que les gens comprennent, c'est que chaque don qui est donné à Nicolet reste à Nicolet. Fait que parfois, on se retrouve à aider un voisin, le parent d'un ami. Parfois, c'est même notre propre famille sans qu'on le sache. Donc ça, c'est vraiment des dons qui se font directement aux gens de notre entourage et c'est important pour nous. Dernièrement avait lieu une conférence de presse sur le compost à Nicolet, Bécancour et Yamaska. On en parle avec deux intervenants, suivis d'une conférence de presse, donc les allocutions complètes à ce sujet. Pas de bac brun pour Nicolet, Yamaska, Bécancour. Les résidus alimentaires prendront un autre chemin. La matière organique qui a été mise en sac, qui a été triée par les citoyens, vont être collectées à même le bac de déchets dans une seule et même collecte. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir des camions de collecte, donc les camions de déchets, dans un procédé qui va impliquer le tri robotisé, donc les robots
et l'intelligence artificielle vont nous permettre de trier les sacs de matière organique qui ont été triés par les citoyens et d'en faire une biopulpe énergétique. Donc, cette biopulpe-là va être acheminée vers les sites de biométhanisation et on va être en mesure de produire du gaz avec cette matière organique-là. Donc, on ne fera pas de compost dans un site de compostage classique, mais on va plutôt faire du biogaz dans un site de biométhanisation. Et éventuellement, suite au processus de biométhanisation, on va générer un digestat, donc une boue, si on veut, digérée. Et ça, c'est un amendement très riche qu'on va pouvoir amender dans les champs agricoles. Ça ne sera pas sur notre site, c'est envoyé dans des sites spécialisés qui font de la biométhanisation. C'est des sous-contractants, oui. Il existe plusieurs sites de biométhanisation au Québec. Il y en a plusieurs. Et qui vont être envoyés? Ils vont être envoyés dans les sites qu'on va sélectionner. Il y en a. Il y a des sites à Varennes, il y a des sites à Saint-Hyacinthe bien connus. Il y a des sites dans la région de Victoriaville, donc à une 40-50 de kilomètres d'ici. Fait que c'est les sites qui vont être ciblés pour recevoir ce genre de matière-là. On a un site de tri en Beauce, donc en Beauce-Sud, dans la région de Saint-Georges-de-Beauce. Donc, on a implanté une vitrine technologique là-bas qui nous permet de récupérer les matières des déchets et de détourner les matières de ces déchets-là. En Beauce, on réussit à détourner une 40% du camion de collecte hors du site d'enfouissement en récupérant notamment du bois, de l'acier, évidemment de la matière organique, comme on va le faire ici, mais aussi des agrégats et ce genre de matière-là. Ce que vous ne ferez pas ici? Ici, pour l'instant, on se concentre vraiment sur la matière organique et quelques matières qu'on va être en mesure de détourner, du bois, de l'acier, ce genre de choses-là. Okay. Oui, effectivement, ça pourrait être utilisé pour d'autres régions, mais ça, pour l'instant, le contrat est avec la régie ici des 2 MRC. C'est un investissement de 6 millions de dollars. C'est la possibilité de faire du tri robotisé nous permet justement d'évaluer cette possibilité-là d'aller trier d'autres types de matières. Hein? Quand une matière qui circule sur une ligne de tri et que le robot la reconnaît, bien, il est en mesure, avec les équipements que vous voyez là, d'aller en récupérer une partie. Donc, c'est ça que ça nous permet de faire. Donc, voir tout le flux de déchets qui sont jetés par les citoyens, puis d'aller être capable d'aller récupérer des matières là-dedans. C'est ça que ça donne comme avantage. L'idée, c'est d'enfouir le moins possible. L'enfouir le moins possible de matière, puis d'essayer de trouver des façons de détourner le plus de matière possible de l'enfouissement. Bien, clairement, c'était la solution la plus adaptée à notre territoire. Comme on est dit, avec la proportion de citoyens au kilomètre carré sur notre territoire, la 3e voie collecte tous les kilomètres, les camionnages que ça impliquait, ça générait trop de gaz à effet de serre pour notre situation à nous. Puis, cette situation, les bacs bruns, c'est beaucoup de volume par rapport à ce qu'on est capable de récolter dans l'année. Ce qui justifie le bac brun, c'est les résidus verts, puis c'est contraint dans quelques mois dans l'année. Donc, on voulait éviter d'avoir optimisé vos camionnages dans ce sens-là. Puis l'autre argument majeur, c'est la capacité de faire du tri additionnel sur la ligne de transbordement. Cette stratégie-là va nous permettre à nos robots d'aller piquer des choses supplémentaires sur la ligne des ordures, au-delà de juste la matière organique elle-même, éventuellement du bois, du carton, effectivement, qu'on pourra aller sortir de l'enfouissement grâce à cette technologie-là. Exact. On sauve énormément d'argent au niveau du camionnage. Évidemment, on a construit un site sur le territoire pour faire ce transbordement-là. Fait qu'au niveau des coûts, là, on ne pourra pas détailler qu'on va avoir une comparaison exacte parce que ça ne se compare pas vraiment. C'est pas les mêmes postes budgétaires, c'est pas la même façon de calculer ça. Mais ce qu'on peut est confortable d'assurer, puis pourquoi on octroie le contrat aujourd'hui sur 20 ans, parce qu'on est confiant que c'est compétitif, avantageusement compétitif pour les citoyens du centre du Québec. Ouais. Ça, c'est pas à nous d'assumer cette frais-là. Le fait d'avoir un contrat sur 20 ans avec Viridis, c'est vraiment eux qui assument l'entièreté des coûts d'implantation, les coûts d'installation. Donc, le contrat est prévu au tonnage, puis on a estimé une quantité de tonnes par année, là, dans le fond, moins les redevances qui vont arriver, puis on enlève les coûts de camionnage qu'on a rajoutés. Fait que c'est vraiment un calcul qui est assez complexe, mais c'est les coûts d'implantation d'usine, c'est pas nous qui avons assumé cette dépense-là, c'est vraiment Viridis qui est notre partenaire privé qui a assumé cette démarche-là. Ouais. Et au niveau de la facilitation pour les citoyens, à la maison, ça va ressembler à quoi, le tri à faire? Bien, en fait, ça va être la même chose que pour le citoyen qui a un bac brun. C'est un bac qui va être sur son comptoir, un petit bac de plastique qu'on va distribuer de la même façon que ça a été fait dans
d'autres régions. Sauf que l'ajout, c'est qu'il y a un sac dans le bac, un sac d'une couleur qui est identifiable pour le robot qui triera éventuellement. Et puis ce sac-là, dans le fond, on fait juste le mettre dans le bac à ordures à côté des autres sacs à ordures. Donc, on ne va pas mettre le sac de couleur dans le sac à ordures parce que le robot ne le verra pas. Donc, c'est vraiment d'avoir ça dans le même bac. Donc, le citoyen a juste un sac de plus à sortir, mais le citoyen qui a un bac brun doit sortir son petit bac et le vider dans son bac brun de toute façon. Donc, il n'y a pas d'ajout de manipulation. Il y a juste un sac qui s'ajoute qui risque d'être plus convivial de toute façon pour les citoyens. Ouais. C'est les matières organiques qui vont rentrer dans ce bac brun-là. Évidemment, on cherche à éviter les résidus verts parce que, c'est pas la matière la plus intéressante pour les agriculteurs à récolter dans cet exercice-là. Puis on veut que les résidus verts restent sur le terrain. De toute façon, tout ce qui est sur le feuille-cyclage ou on privilégie le cirque court. Puis il y aura les éco-centres pour ceux absolument qui veulent s'en départir. C'est plus rentable collectivement de procéder de cette façon-là. Donc, tous les résidus organiques peuvent passer dans le bac en question. Mais exact. Tout ce qui est matière organique, on accueille ça. Sauf qu'on évite, dans le fond, tout ce qui est les plus gros volumes, donc qui est lié aux résidus verts qui sont sur les terrains. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce reportage. Rappelons que la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska compte 22 membres. Merci d'avoir été là. Merci. J'avoue effectivement qu'après 6 semaines en poste, c'est un peu intimidant tout ça, mais j'arrive avec beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance envers l'équipe qui a travaillé sur ce dossier-là depuis plusieurs années. Donc, Mario Lacroix, premièrement, il y a Marie Poirier, Christine Champagne et Boisvert dans l'équipe. Je pense que c'est important de les nommer parce que j'arrive avec un peu en leur nom, puis avec le fruit de leur travail des dernières années. Donc, merci à ce monde-là. Merci aussi à tout le CA. Il y a 22 représentants élus de 22 municipalités qui sont sur le CA. Donc, ça vaut la peine de... Je n'aimerais pas tout le monde non plus pour vous épargner. Mais effectivement, c'est grâce à eux qu'on annonce ça aujourd'hui. Donc, l'annonce aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est vraiment heureux d'annoncer le lancement de notre projet de valorisation des résidus organiques. Il y a une entente qui est signée aujourd'hui au début du mois, en fait, il y a quelques jours seulement, avec Viridis, qui est notre partenaire qui va prendre la parole tantôt. Donc, une entente significative dans le but de valoriser les résidus alimentaires. C'est quoi la solution qu'on a choisie? Ce sont des sacs de couleurs identifiables qui vont être mis à même le bac à ordures. Donc, la population va recevoir des sacs de couleurs qui vont pouvoir mettre leurs résidus alimentaires dedans et déposer ces sacs-là dans les bacs à ordures parmi les autres sacs à ordures. Le camion va prendre le bac à ordures régulièrement, va l'amener à un nouveau centre de tri de transbordement qui va être construit à Bécancour, où il y aura un procédé robotisé qui va permettre de valoriser la matière organique par la biométhanisation, qui produit un gaz naturel renouvelable. La matière organique, une fois digérée, dans le fond, va permettre aussi de créer un amendement organique qui va être distribué sur les terres agricoles de la région. Dans le fond, on a choisi cette solution-là pour des critères de durabilité, de performance, de coût, mais aussi pour prendre en compte toutes les particularités spécifiques de notre territoire. L'implantation du bac brun aurait nécessité malheureusement une troisième collecte avec beaucoup de camionnage sur le territoire compte tenu de la faible densité de notre communauté. Puis, ça aurait généré beaucoup de gaz à effet de serre dans le contexte actuel. La biométhanisation, pardonnez-moi, elle, de son côté, elle produit plus de gaz naturel, dans le fond, qui va fournir de l'énergie et générer un rendement pour nos agriculteurs dans notre région. Donc, on a un double intérêt à ce niveau-là. On fait le pari aussi que les sacs, le compostage dans les sacs va vraiment être apprécié pour sa convivialité par les citoyens. Donc, on va avoir une réduction des nuisances au niveau des verres, des odeurs. Et puis, évidemment, on n'a pas un troisième bac à gérer sur notre terrain, donc ça peut simplifier la logistique pour les citoyens. C'est aussi une solution qui est tournée vers l'avenir. Le procédé de tri qui sera installé ouvre la voie à du tri supplémentaire de d'autres matières recyclables qui pourront être contenues dans les déchets, donc notamment du bois, de l'acier, du plastique, des agrégats, dans le contexte où plusieurs lieux d'enfouissement technique arrivent à saturation. On a vraiment choisi une stratégie, un regard qui est tourné vers l'avenir et vers le futur. On a misé sur une stratégie qui mise sur l'économie circulaire. Donc, sous ces principes-là, on va les collecter, les transformer, les valoriser à l'intérieur de notre région. Puis le digesta, lui aussi, va être utilisé sur nos terres agricoles dans le centre du Québec. On est vraiment heureux aussi de souligner des retombées locales auprès d'entreprises de notre communauté. D'abord, Viridis, avec qui on signe une entente, qui installe une usine à Bécancour ici.
Puis le site de transportement, ça, c'est eux qui vont le construire. Puis on utilise un procédé de tri qui utilise notamment la technologie qui a été développée par l'entreprise Trifluvienne Waste Robotics. Vous voyez l'outillage à côté. Maintenant, vous êtes curieux de savoir c'est quoi ça veut dire d'avoir signé le contrat au début du mois. C'est que ça veut dire on a des différentes étapes qui peuvent commencer. Donc, là, tout ce qui est la demande de permis, la certification qui est requise, là, environnementale et compagnie. Donc, tout ça, c'est enclenché. Donc, en 2026, là, on va vraiment préparer le terrain, demander les permis. En 2027, les travaux de construction vont s'opérer. Le centre de tri va se construire dans le parc industriel avec en cours. Il y aura aussi la distribution des sacs, des petits bacs de comptoir et la campagne de communication, évidemment, pour aller chercher l'adhésion des citoyens. Il y a plusieurs enjeux, des pièges à éviter dans cette situation, dans ce contexte-là. Mais on va s'assurer de faire une bonne communication pour prévenir le coup et embarquer les citoyens de la bonne façon avec nous. Donc, en 2028, la collecte devrait pouvoir débuter, peut-être même avant, mais notre cible, c'est qu'au plus tard, en début 2028, la collecte auprès des citoyens va pouvoir débuter. Voilà, merci beaucoup. Il va plaisir de recevoir vos questions plus tard. Je cède maintenant la parole à Céleste Simard, qui est la présidente de la régie, qui va vous dire quelque chose. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. Cette étape significative a une excellente nouvelle pour la réduction de l'empreinte environnementale de notre collectivité. Elle marque un tournant de l'empreinte environnementale de notre collectivité. Elle marque un tournant concret dans notre capacité à traiter, valoriser les matières organiques de façon responsable et durable. Le projet est le fruit d'une démarche minutieuse et rigoureuse. Nous avons mené des analyses détaillées et entretenu des discussions constructives avec d'autres régions pour identifier les meilleures solutions adaptées à notre réalité. Cette collaboration a enrichi notre approche et permis de choisir une solution réfléchie et performante. Le résultat est solide et clairement adapté à notre territoire agricole et peu densément peuplé. La proposition retenue tient compte de nos spécificités locales, des cycles agricoles et des distances entre les villages et les centres de traitement. Cette adaptation garantit une intégration harmonieuse dans notre milieu. Grâce à la rigueur du processus d'évaluation de sélection, les perspectives de délai ou de retard sont nulles. Les étapes ont été planifiées avec précision et les conditions techniques opérationnelles sont prêtes pour le démarrage. L'entente conclue avec Vérétis pour une durée de 20 ans permet le démarrage. L'implantation et l'opérationnalisation de la valorisation des matières organiques avec un faible niveau de risque avec la Régie Béni. Ce contrat de long terme sécurise également les coûts liés à la gestion des matières organiques pour toute sa durée, offrant une stabilité financière appréciable pour notre collectivité. Je tiens à remercier toutes les équipes partenaires impliquées. Nous passons maintenant à l'action pour construire ensemble un territoire plus vert et plus résilient. Merci à tous. Merci. Et maintenant, pour les aspects un peu plus techniques de l'annonce, je vais inviter M. François Léveillé, qui est directeur principal technologie, projet structurant et développement chez Vérétis et Environnement, et ça va conclure la présentation de ce matin. Donc, bonjour à toutes et tous. Vérétis est particulièrement fier de s'associer au projet de la régie et d'avoir l'opportunité d'offrir ses services au profit de la collectivité. Notre objectif est de mettre en place non seulement un service fiable et économique,
mais aussi un outil qui va être en mesure d'évoluer pour répondre aux enjeux environnementaux de demain. Viridis est le plus important valorisateur recycleur de matières résiduelles fertilisantes au Québec. Très proche du milieu agricole, Viridis est fier de cette action qui combine innovation, qualité, respect et impact positif concret pour toute une communauté. Donc, des nouvelles infrastructures sont prévues pour recevoir le procédé de tri et de traitement des déchets. Elles seront implantées ici à Bécancour, sur les terrains de Viridis Environnement, dans le parc industriel. Nous allons y recevoir les déchets et des sacs de matière organique afin de les trier et de les traiter. Pour ce projet, M. Pelletier en a parlé, pour ce projet, nous utiliserons notamment les dernières technologies robotiques et d'intelligence artificielle qui ont été développées par notre partenaire et fournisseur Waste Robotics de Trois-Rivières. Le procédé comprendra également une série d'équipements et de technologies qui vont nous permettre de vider les sacs, si on veut, des matières organiques triées par les citoyens et de préparer une biopulpe, une genre de soupe énergétique qui sera destinée à la biométhanisation. Cette soupe énergétique ne servira pas à faire du compost. Elle sera plutôt transportée vers des sites de biométhanisation où elle produira du biogaz, une énergie renouvelable et propre. Une fois digérée, le digestat, généré par les procédés de biométhanisation, donc la fraction solide, pourra retourner à la terre comme amendement. La matière organique des citoyens permettra de produire deux choses, donc de l'énergie avec le biogaz et un amendement pour les sols. La matière organique triée en sac présente des avantages pour le citoyen. M. Pelletier en a mentionné quelques-uns, mais également pour le recycleur. Du côté de recycleur, donc de notre côté, ça vient notamment dû au fait que les sacs de couleur contiennent presque exclusivement des résidus de cuisine. Les résidus de cuisine, c'est une matière qui a un fort potentiel méthanogène à produire du biogaz. À contrario, lorsque ces matières organiques-là sont enfouis, bien, ils sont responsables en grande majorité des émissions GES à l'enfouissement. Donc, il ne faut surtout pas oublier que dans toute cette aventure-là, c'est exactement ce qu'on cherche collectivement à faire. Donc, en terminant, Viridis est fier de collaborer avec la Régie et toute la collectivité. Puis on a déjà commencé le travail. C'est un projet et un mode de gestion qui combine innovation technologique, qui combine valorisation des déchets et réduction des gaz à effet de serre, et ce, de façon concrète. Merci. Alors, comme je vous le disais, j'ai Stéphane avec moi en studio. On va faire un segment sport. Ben oui, je me transforme en journaliste sportif, athlète que je suis. Pas tant que ça. On a des gens de chez nous qui s'illustrent en matière de sport. Entre autres, je mentionne Marc-André Villeneuve qui a remporté un prix prestigieux quand même, entraîneur de l'année de Softball Canada. Ça veut dire que le numéro 1 au Canada en 2025, on l'a ici, un gars de Saint-Léonard d'Aston, qui travaille aussi pour le mouvement Desjardins. Okay. Donc, Marc-André Villeneuve, qui était un lanceur d'excellence de niveau canadien en balle rapide, donc poursuivi son implication dans ce beau sport-là. Donc, Marc-André Villeneuve. Un autre qui s'illustre dans les domaines sportifs, l'entraîneur André Tourigny, bien sûr, du Mammouth de l'Utah. C'est une équipe, ça, qui était en Arizona. Il était les Coyotes de l'Arizona qui a déménagé. Et là, ils ont eu un nom d'équipe parce que la première année, c'était le Hockey Club. Oh. Ils appelaient ça comme ça. Là, c'est rendu les Mammouths. Les Mammouths, j'ai pas ça. Très beau logo. Ouais. Ah oui, graphiquement très intéressant. Et j'ai eu la chance, grâce à une accréditation, non pas du Canadien de Montréal cette fois-là, mais de l'équipe des Mammouths. Wow! Oui, Jeffrey, que je salue, je ne sais pas s'il va nous écouter. Jeffrey m'a permis d'avoir une entrevue avec André Tourigny. Donc, j'annonce là qu'on va avoir un reportage, une entrevue exclusive avec André Tourigny qui va nous parler de son rôle d'entraîneur de cette équipe-là. Oui. Mais aussi de l'aspect particulier que revêt
de venir entraîner, de venir se déplacer à Montréal. Clairement. Parce que Wow. quand on est un petit Québécois, ben pas un petit, on ne dira pas ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, quand on est un Ouais. Québécois, un gars de Sainte-Monique, puis qui a Ouais. maintenant une fermette à Nicolet, si je ne me trompe pas, Ah ouais. ça reste que Montréal, c'est chez nous. Et on était particulièrement chez nous le samedi où que j'ai été, parce que là, j'ai rencontré André. Ouais. J'ai rencontré Zachary Boduc, un gars de Bécancour. J'ai rencontré Samuel Montembeault, un gars de Bécancour au secteur coudonc. Sainte-Gertrude. Et là, je me promène dans le Centre Bell. Il y a un restaurant qui a de la musique. Qui que je rencontre pas? Joël. Ben voyons. Joël Vogue. Ben oui. De la visitation. Puis là, je continue à me promener. Je rencontre des gars de Saint-Léonard-d'Aston. J'ai rencontré des gars de Saint-Perpétue. J'ai rencontré Mario Montembeault, Ben voyons donc. le père à Samuel. Ah non, je te Ben dis, là. Centre Bell, là, si tu veux voir du monde de par chez nous, va là le samedi soir. Il manquait juste ta journaliste. J'espère qu'il a fait un documentaire là-dessus. Oui, j'ai tourné pour toi, inquiète-toi pas. Donc, c'est ça. Fait que c'était ça, mon segment sport. Ben, génial. On vous présentera d'ailleurs ce reportage-là dont on parle avec André Tourigny dans le bulletin du 2 décembre, donc la semaine prochaine. Restez à l'affût. Merci Stéphane pour Ben, ce merci. segment sport. J'espère qu'on va en prendre l'habitude. Ben, on va essayer. On va essayer. T'as-tu popé? Oui, t'étais pas Bon. pire. Je t'engage, mais en tout cas, on va réessayer une prochaine fois, là. On va parler de conditions salariales. Ouh. OK, c'est bon. Tu vas voir, je suis bien dur à négocier. Oh boy! Je pense que je suis moins difficile que lui. C'est pas vrai. On a des très belles conditions. Alors, merci d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Télécœur du 24 novembre. N'hésitez pas à nous contacter, soit Stéphane ou moi, Marie-André, au 418 714 2953 pour des suggestions ou des commentaires par rapport à nos reportages ou nos émissions. Merci et bonne semaine!